Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de Pile d'Histoire. Je vous rappelle le principe de cette émission. Elle est complémentaire du podcast Parole d'Histoire que j'anime, que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube et également en ligne sur iTunes, Spotify, etc. Et dans Pile d'Histoire, je vous propose des petites présentations de livres que j'ai reçus, que je n'ai pas lus, pas eu le temps de lire en entier en tout cas, juste l'introduction, de quoi les situer et les présenter pour donner envie ou pas d'aller un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui, j'ai rassemblé une douzaine de livres reçus ces derniers mois en histoire médiévale, ou plutôt, pour reprendre un concept dû à Jacques Le Goff, dans un long Moyen-Âge qui irait de la fin de l'Antiquité jusqu'à la période moderne, englobant donc le XVIIIe siècle. Je vais présenter ces livres dans un ordre globalement chronologique, donc si c'est le XVIIIe qui vous intéresse, allez directement à la fin de la vidéo, en cliquant notamment dans la description qui se trouve ci-dessous. Au passage, je suis loin pour tous ces livres de ma période de spécialité initiale qui est la guerre de 14, donc j'espère ne pas trahir les ouvrages dont je vais dire un petit mot. Alors je commence par un livre qui est tout à fait atypique, dirigé par une médiéviste, Elisabeth Lucet, une moderniste, Isabelle Poutrin, on les avait toutes les deux reçues dans le podcast. On est bien dans ce cadre d'un long Moyen-Âge, et c'est le dictionnaire du fouet et de la fessée, publié au PUF, avec un sous-titre très foucaldien, Corriger et punir, une série d'entrées sur le droit de correction. Le droit de correction, ça veut dire tout ce qui concerne la douleur physique non mortelle, mais qu'on a le droit d'infliger pour corriger les individus. Alors, toutes les questions, c'est qui a le droit de l'infliger? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'Église, l'école, la famille? Et la forme dictionnaire est choisie, parce que ça permet aux deux directrices d'ouvrage d'associer des notions et des périodes généralement très éloignées, de faire travailler ensemble sur des choses très différentes, des gens qui ont des spécialisations au départ variées. Alors, comme dans les autres dictionnaires qui ont cette forme au PUF, celui des barbares pour lequel on avait discuté avec Bruno Dumézil, il y a un vrai plaisir, quand on ne travaille pas directement sur ces questions, à picorer d'une entrée à l'autre. Donc on a le Knut russe, on a la marâtre des contes, on a le masculinisme, on a la punition chez Aristote, ou encore dans le droit islamique, ou encore dans les romans de Dickens, on a les pratiques BDSM. Donc il y a évidemment énormément de questions, y compris des questions très actuelles, avec par exemple une notice sur le féminicide. Donc le dictionnaire du fouet et de la fessée, un peu déçu qu'il n'y ait pas Indiana Jones en couverture avec son fouet, mais c'est un livre vraiment très très intéressant. Alors l'autre livre dont je vais dire un mot et qui couvre une grande partie de la période, une longue période, c'est celui de Cyprien Micinski, qui est un professeur d'histoire, qui est déjà auteur de plusieurs livres qui associent le récit de voyage, la réflexion historique et la question religieuse aussi. Et là il écrit Paris, terre sacrée, une histoire spirituelle de la capitale. C'est publié au PUF, il y a un certain nombre d'illustrations qui accompagnent les chapitres, et c'est une histoire qui est une sorte de promenade religieuse dans Paris et ses environs pour raconter l'histoire d'une vingtaine de monuments. Alors certains bien sûr qui sont très célèbres, Saint-Denis, Notre-Dame, Port-Royal des Champs, et d'autres qui sont moins célèbres, le cimetière de Charonne, l'église du Saint-Esprit, la synagogue Notre-Dame de Nazareth. Alors c'est une balade tout à fait agréable dans ces lieux religieux. L'auteur dit lui-même que c'est pas un ouvrage d'érudition, qui fait quelque chose de rapide. Du coup, on regrette juste un petit peu l'absence de bibliographie à la fin des chapitres, qui aurait permis d'étayer un peu et d'aller un petit peu plus loin. Alors, maintenant, on va aller dans l'ordre chronologique et vraiment partir du haut Moyen-Âge pour arriver au XVIIIe siècle. Je commence par le 9e et 10e siècle, dans un livre très savant, que j'ai reçu maintenant il y a presque un an, mais que j'avais laissé à regret sur ma pile de livres sans réussir à rentrer dedans jusqu'ici. C'est le livre qui s'appelle Procès en récit de Bruno Lemel, chez Classique Garnier. Alors Bruno Lemel, il est professeur d'histoire médiévale à l'Université de Bourgogne. Ses travaux ont porté au croisement du pouvoir et de la justice médiévale, et ici, il étudie 7 affaires, des affaires étalées entre 830 et l'an 1000, où de grands personnages de l'Église, des prélats, des évêques, des archevêques, un abbé, ont été mis en accusation, accusés de lèse-majesté, d'avarice, de trahison. Par exemple, on trouve dans les accusés Hincmar de Laon, à qui le roi Charles le Chauve avait fait crever les yeux en 873, pardon. Mais un certain nombre d'accusés, comme lui d'ailleurs, ont été réhabilités par la suite, et du coup tout ça permet de raconter des jeux de pouvoir entre le roi, le pape, l'Église. Et du coup, c'est un livre qui propose pas seulement une réflexion sur ces affaires de procès, mais aussi une réflexion sur les façons d'accuser, les façons de prouver, les façons de mobiliser la doctrine de l'Église au cours du procès, sur la mise en récit de ces affaires par des clercs, et puis aussi une mise en parallèle à la fin du livre avec les, entre guillemets, grands procès du règne de Philippe le Bel, par exemple, comme ceux des Templiers. Donc c'est un livre assez dense, qui, à mon avis, nécessite une bonne familiarité avec le haut Moyen-Âge pour être apprécié. Alors sur une autre période, mais sur des questions assez proches, celle des interactions entre pouvoir royal et Église, je dis un mot de Sainteté de cour, les Capétiens et leurs saintes femmes, du médiéviste américain Sean Field. C'est un livre qui est paru aux éditions de l'EHESS, traduit par Jacques Dallarin, de l'anglais. Je vous recommande au passage, si vous ne connaissez pas, l'entretien avec Jacques Dallarin, où il explique son métier de traducteur, enfin son travail, en plus de son travail d'historien, de traducteur, par lequel il se fait passeur de toute une historiographie, c'est vraiment très très intéressant. Et ici, donc, c'est un livre qui est sur les 13e, 14e siècles, on débute sous le règne de Saint-Louis, et on regarde de quelle manière la dynastie capétienne a renforcé sa sacralité, a renforcé son propre rapport au sacré,
en s'associant à un certain nombre de femmes considérées comme des saintes femmes, soit qu'elles aient été effectivement canonisées ou qu'elles aient cette réputation, notamment des femmes d'Europe du Nord, de Flandre, des Pays-Bas, celles qu'on appelle parfois les béguines. Mais ce livre montre aussi que ce lien très fort de la monarchie capétienne avec des femmes saintes, avec une sacralité féminine, il se défait, notamment sous le règne de Philippe le Bel, où ces saintes femmes qui étaient vues comme des voies d'accès privilégiées à Dieu deviennent suspectes, deviennent dangereuses dans un mouvement qui préfigure un petit peu la grande persécution de celles qu'on va appeler plus tard des sorcières. Par exemple, Marguerite Porrette, qui a été condamnée pour un livre qu'elle avait écrit et qui a été brûlé en 1310. Donc le livre montre pourquoi la monarchie française a construit un rapport ambivalent à la religiosité féminine, et dont le meilleur exemple est certainement, évoqué en conclusion, Jeanne d'Arc. Alors, on revient un petit peu en arrière dans le temps et surtout on change d'espace géographique pour parler du livre Savoir et pouvoir en Al-Andalus au XIe siècle, aux éditions du Seuil. Alors j'irai assez vite parce que j'ai eu l'occasion de discuter en détail du livre avec son auteur Emmanuel Tixier-Duménil pour un des derniers épisodes de Parole d'Histoire. C'est un livre assez compliqué, très intéressant, notamment pour moi toute sa première partie sur toute l'historiographie de l'idée d'une tolérance andalouse, de l'idée d'une Andalousie médiévale où les religions coexistent de manière tolérante, et plus largement sur toutes les questions de périodisation, comment découper ce XIe siècle, comment penser la transition politique entre l'époque du califat et l'époque postérieure. Il parle des guerres civiles qui mettent fin au califat omeyyade de Cordoue au début du XIe siècle. Et donc c'est un livre voilà, qui est très stimulant, assez ardu il faut le dire, mais très stimulant sur l'Andalousie médiévale et sur les héritages idéologiques et culturels de cette Andalousie médiévale. Alors j'arrive à un livre qui est sûrement l'un de ceux qui m'ont le plus intrigué, le plus stimulé dans cette pile de livres, La France hors la France. L'identité avant la nation de Thierry Dutour chez Vendémiaire. Alors Thierry Dutour est maître de conférence à Sorbonne Université, il a travaillé sur les villes médiévales. Ici, il prend un axe très original, à mon avis, qui fera beaucoup discuter, et aussi des spécialistes de périodes beaucoup plus tardives, parce que ça touche des enjeux qui sont des enjeux vraiment très très importants dans le débat public. Dans ce livre, Thierry Dutour rouvre le dossier des origines médiévales des nations, pour lequel on a un certain nombre déjà de références. On a les travaux de Patrick Guéry, de Colette Beaune notamment. Mais ici, il fait un décalage très très intéressant, puisque d'habitude, quand on réfléchit à l'origine de la nation, on part de la construction politique, donc le royaume de France, qui préexiste au cadre national qui se développe ensuite. Et ici, il fait l'inverse, il part d'une communauté linguistique éclatée, celle de la France d'outre-mer au Moyen-Âge, puisqu'il montre qu'à partir de la fin du XIe siècle, il y a des gens issus de la moitié nord du royaume de France, qui parlent une version de l'ancien français, et qu'on trouve aussi bien en Sicile, en Angleterre avec la conquête normande, mais également en Terre Sainte avec les croisades, également en Grèce après la 4e croisade, la prise de Constantinople. Donc en fait, il y a toute une série de gens qui ont des attaches avec le royaume de France, qui parlent le français, ou une version du français, et qui sont dispersés. Et cette dispersion, dit l'auteur, permet, je cite, une prise de conscience d'une singularité partagée, constitutive d'une identité. Et donc, à l'appui de cette idée, tout un dossier géographique, linguistique, textuel, hyper intéressant. On apprend par exemple que le français a été utilisé comme langue de pouvoir, non pas d'abord dans le royaume de France, 1241, première charte royale en français, mais dès la fin du XIe, début du XIIe, en terre d'empire, en Angleterre. Donc là, on a des décalages chronologiques, géographiques qui sont intéressants. Alors cette idée qu'il y a une identité qui est élaborée non pas dans l'enracinement mais dans la dispersion, ça suit un modèle totalement oublié depuis la territorialisation du pouvoir étatique très forte qui date de la fin du Moyen-Âge et puis des rois absolus. C'est une idée qui a vraiment beaucoup d'implications, alors je vous laisse y réfléchir, j'espère avoir l'occasion d'y revenir. Au passage, je signale que l'auteur évoque la mode des histoires mondiales de la France avec un peu d'ironie, puisqu'il dit, bon, finalement, même mondiales, ces histoires mondiales sont toujours franco-centrées, et, je cite, « Ouvrir la fenêtre, c'est bien, mais ouvrir la porte, puis sortir, c'est mieux ». Il y a des pages en conclusion qui sont très très intéressantes et intrigantes sur la distance, la proximité entre le passé et le présent pour réfléchir à toutes ces questions. Alors ça, c'est des très vastes perspectives. De ces vastes perspectives, on passe à une étude de cas, beaucoup plus restreinte, mais très intéressante aussi. C'est une étude de cas centrée sur un individu et un texte, un petit peu comme le travail de Julie Claustre que j'avais reçu pour son étude sur le livre de contes du couturier parisien Colin de Lormois au XVe siècle. C'est Mélanie Dumois-Morestin, qui est professeur en classe préparatoire, docteur en histoire médiévale, et qui publie aux presses universitaires du Septentrion le livre issu de sa thèse, sous la direction de Laurent Feller, « Être entrepreneur au Moyen-Âge, Jean Tesser, artisan cordier d'Avignon ». C'est un livre qui est magnifiquement édité, avec beaucoup de tableaux, beaucoup de reproductions de manuscrits, puisque c'est un livre qui se centre précisément sur un manuscrit. C'est un manuscrit qui figure au cœur du travail. Ce manuscrit, c'est celui d'un artisan cordier d'Avignon, Jean Tesser, au milieu du XIVe siècle, donc assez précoce pour l'étude de ces écritures entre guillemets ordinaires. Le titre du livre, « Être entrepreneur », nous indique l'ancrage du personnage. C'est pas juste
un artisan, mais c'est un entrepreneur, un marchand, en lien avec des réseaux marchands qui se situent autour de la Méditerranée, qui exercent aussi des fonctions urbaines dans le cadre de ces villes qui prennent un essor à ce moment-là. Et donc, à travers ce personnage, Jean Tesser, c'est tout un monde du travail, de l'échange, de la ville, de la fin du Moyen-Âge qui se dévoile, en partant donc d'un document, le livre de l'Oraison qu'il a rédigé, et puis de toute une série de documents croisés, des actes notariés, des archives de la ville, etc. Donc c'est un livre aussi fondamentalement sur ces pratiques de l'écrit dans la deuxième moitié du Moyen-Âge, qui s'inscrit dans le grand renouvellement historiographique récemment mis à l'honneur par le programme d'Agrègue, écrit Pouvoir Société. Et je cite le livre, l'inventaire de ce corpus permet de retracer une vie passée à écrire. Alors un dernier mot pour le souligner, parce que c'est important, c'est un livre qui a été réalisé par une collègue qui a, en même temps que sa thèse, travaillé au collège, travaillé au lycée, qui a eu des enfants, bref, qui a mené de front vie savante, professionnelle, familiale. Et c'est le cas de beaucoup de doctorantes et doctorants, et c'est évidemment pas facile comme situation, et donc c'est d'autant plus à saluer quand ça produit des résultats. Alors, je parle d'un autre ouvrage maintenant tiré d'une thèse, la même année d'ailleurs, en 2015. Alors, j'ai pas le livre physique entre les mains, mais j'ai eu la version électronique, c'est aux éditions Brill. C'est la thèse de Jean-Dominique Deleluce, qui nous emmène toujours en ville, mais un peu plus tard, un peu plus au nord-est. Ça s'appelle Les Amitiés ciblées, concours de tir et diplomatie urbaine dans le Saint-Empire au XVe-XVIe siècle. Alors on est donc dans le monde germanique, et Jean-Dominique Deleluce étudie la façon dont, à Strasbourg, Nuremberg, Francfort, Zurich, le patriciat urbain manie l'arbalète ou l'arquebuse, manie ses armes de tir, à la fois pour défendre la ville, et puis aussi pour rivaliser lors de concours, avec l'idée que le tir est constitutif d'une identité, un petit peu comme l'arc peut être constitutif via Robin des Bois, via Azincourt, d'une identité anglaise. Là, il y aurait quelque chose qui se cristalliserait autour de ça. Et pour le faire, il étudie cette situation entre Moyen-Âge et époque moderne, en enjambant donc cette coupure, en rappelant aussi que dans le monde germanique, elle est beaucoup moins installée, sans doute, que dans l'historiographie francophone. Et il se place dans ce cadre qui est assez méconnu en France, du Saint-Empire, de ces villes moyennes, dont il renouvelle l'approche, avec une proposition assez forte, c'est de parler de sport, puisqu'il rappelle en introduction qu'il y a toute une controverse pour savoir quand est-ce que commence le sport moderne. Est-ce que ça commence avec la compétition, le public, le chronométrage des épreuves, etc., etc. Il y a plein de critères qui ont été mis en avant. Et ici, il avance l'idée que, finalement, dès le 15e, 16e siècle, on peut décaler, en amont de ce qui est généralement accepté, cette notion controversée de sport. Alors, on a franchi la coupure du 15e siècle, et donc, pour finir, je vais évoquer 3 livres d'histoire moderne, et même spécifiquement d'histoire du 18e, c'est une coïncidence de les avoir reçus à peu près en même temps. Alors d'abord une autre thèse qui a été magnifiquement publiée, comme toujours, chez Champvallon, très très bel éditeur qui vraiment prête une grande attention à la qualité des ouvrages, à la qualité des reproductions, des tableaux. C'est la thèse de Pauline Valade, Le goût de la joie, Réjouissance monarchique et joie publique au XVIIIe siècle. Et c'est un livre qui s'intéresse à la façon dont la monarchie d'Ancien Régime organisait, mettait en scène la joie publique à l'occasion, par exemple, d'une naissance royale. Mais c'est pas seulement une étude cérémonielle du pouvoir de ces manifestations, c'est aussi un croisement entre l'histoire du pouvoir, l'histoire politique, l'histoire des émotions. Qu'est-ce qu'éprouvaient les gens à Paris qui assistaient à ces réjouissances, et puis l'histoire de Paris, l'histoire des Parisiens, qui est renouvelée de cette façon. Alors en lisant l'intro et en parcourant le livre, moi j'ai personnellement beaucoup de mal à m'intéresser à la monarchie d'Ancien Régime, mais la dernière partie, j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand le livre approche les pratiques des Parisiens, leurs expériences, quand ils sont confrontés aux réjouissances royales, parce que par exemple, en 1785, il y a une entrée royale de la reine de Marie-Antoinette après la naissance de son fils, le duc de Normandie, et personne ne crie « Vive la reine !» Il y a un silence que tout le monde remarque, et du coup, c'est un livre qui éclaire aussi des pratiques un peu en décalage avec ce qu'attendrait la monarchie dans sa mise en forme des réjouissances publiques, et le livre se termine par des passages très très riches sur les années 1787-1789, juste avant la Révolution et pendant la Révolution, où les réjouissances et le rapport des Parisiens aux réjouissances publiques participent de la sensation de chaos politique qui annonce, qui prépare la Révolution, et d'une forme d'appropriation de l'espace de la capitale par les Parisiennes et les Parisiens. J'ai beaucoup apprécié le fait que le livre ne se termine pas à la veille de la Révolution, mais que finalement ça soit l'aboutissement logique de la démonstration. Alors pour finir, 2 livres qui nous montrent un 18e assez surprenant. J'irai très vite sur celui d'Yves Citon, parce que je me sens vraiment pas du tout compétent pour en parler. Il est à la frontière de la littérature et de la philosophie, ça s'appelle Altermodernité des Lumières. Alors c'est un livre d'un littéraire, avant tout, qui propose de repenser la question de la modernité des Lumières à partir d'une série d'auteurs jugés mineurs, secondaires, de textes inclassables, je cite, excentrés, bizarres, queer, pour dire que les Lumières, c'est pas un bloc de modernité, là, une fois pour toutes, mais que c'est une série de discussions, de clivages au fondement de la modernité, à travers, je cite,
des loups-garous, des singes philosophes, des marchands de merde, des péruviennes féministes ou des conspirateurs islamistes. Voilà, donc des lumières très surprenantes, si on a en tête les figures un peu figées dans le canon scolaire de Voltaire et de Rousseau. Là, on a des altermodernités qui sont certainement très stimulantes si on veut réfléchir à ces catégories de pensée léguées par le XVIIIe siècle, même si je suis vraiment loin d'un terrain qui me serait familier. Alors en revanche, plus familier et plus facile d'accès, et à mon avis un livre qui mérite une attention, un écho particulier, une attention particulière, Écho des Lumières. Écho des Lumières, c'est un livre collectif, écrit par Guillaume Lancereau, Suzanne Rochefort, Yann Sinowiecki. Ce dernier, on avait le plaisir de le recevoir, 3 jeunes modernistes qui animent un blog, le blog Écho des Lumières. Un petit peu dans l'esprit de l'excellent Actuel Moyen-Âge, ils établissent des liens entre le XVIIIe siècle et la période actuelle, ou plutôt ils questionnent ce lien pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme héritage du XVIIIe, qu'est-ce qu'on peut lire d'aujourd'hui au prisme du XVIIIe, ou inversement, qu'est-ce qui dans le XVIIIe nous permet de poser différemment des questions contemporaines. Évidemment, comme on vient de le dire avec l'autre livre, c'est un livre qui s'y prête très bien, c'est une période qui s'y prête très bien du fait d'un XVIIIe identifié généralement comme un des lieux de naissance de la modernité politique, de la modernité philosophique. Donc il y a plein de textes courts, vivants, au départ c'est des articles de blog qui sont publiés ici, qui questionnent par exemple, bien sûr, la Covid-19 au regard de l'épidémie de peste à Marseille en 1720, les galères des locataires parisiens au XVIIIe ou aujourd'hui, l'accès à l'université dans un article qui s'appelle Parcoursup au XVIIIe, des billets vivants, mais à chaque fois très informés, avec à chaque fois une bibliographie qui permet d'aller plus loin et donc d'explorer davantage ces histoires. Alors Antoine Lilti, dans sa postface, dit que le livre remplit 2 exigences. Je cite, faire résonner le savoir historique avec les enjeux de notre temps et le rendre accessible à un vaste public. Et bien ça tombe bien parce que c'est ce qu'on essaye ici de faire et c'est vraiment le grand intérêt de ce livre. Alors voilà, c'est fini pour cette pile long Moyen-Âge. Comme on a parlé médiéval, évidemment, je vous signale le magnifique t-shirt disponible dans la boutique de Parole d'Histoire. Le lien est dans la description de l'émission et puis les coordonnées également, puisque vous pouvez m'adresser des livres qui se retrouveront sur une de ces piles. Vous pouvez commenter l'émission, la partager. J'espère faire une autre émission avant la coupure estivale. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et bon été et bonne lecture.